Salut tout le monde, bienvenue sur la deuxième des briques du web. J'allais dire rendez-vous des speakers, je me trompe. Salut Horatio, ça va? Salut Julien, ça va de ton côté? Ça va, ça va. Ça fait déjà 15 jours. Hein. Ah ouais. Et bon, bah, cette fois, on a pris en compte vos remarques. Il y a des petits changements que ces profils. On va continuer avec notre système de chroniques. On va avoir un invité, Julien vous parlera tout à l'heure. Mais on va aussi avoir dans les chroniques certains des chroniqueurs qui vont utiliser des slides. Nous voulons que les briques de web puissent s'écouter comme une émission radio, comme un podcast, dont les slides sont là simplement pour ajouter un peu d'informations à ce que le chroniqueur va dire. Un peu comme les progressive web app côté web, bah, là on pourrait appeler ça un PWC, une chronique web progressive. Si vous l'écoutez, ça suffira. Si vous la regardez en plus, vous aurez un peu d'informations extra. C'est ça. Et on n'a pas encore mis les liens, mais on les mettra la prochaine fois. On est dispo sur Spotify et sur Anchor et sur ce genre de trucs déjà. Donc si vous avez si vous préférez l'audio, c'est possible. On est parti? On commence avec la première rubrique. Salut Manu. Tu vas nous faire la météo du web. Et on va te laisser directement. Tu remplaces Wassim cette semaine. Donc bon courage. Merci bien. À tout de suite. Alors j'attends que mon écran arrive sur le partage. Voilà. Alors quelques nouveautés de la semaine depuis les 15 derniers jours qu'on ne s'est pas encore vu. La sortie d'ECMAScript 2021 avec quelques nouvelles syntaxes, quelques nouvelles fonctionnalités, comme par exemple les promises.ni, qui nous permet qu'un tableau de promesses soit résolu dès qu'une promesse est terminée. Ensuite, on a la fonction replace all pour modifier toutes les occurrences d'une chaîne de caractères ou d'une expression régulière dans une chaîne de caractères en JavaScript. Les weakref, si on souhaite garbage collecter des objets un peu coûteux un peu plus rapidement. Ensuite, on a les séparateurs des milliers, millions, milliards. Donc, on peut mettre des underscores pour faciliter la lecture de ce genre de nombres. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les logical assignments qui permet, un peu comme les plus égales ou moins égales quand on veut faire une addition, etc., sur une propriété numérique. Là, on peut assigner une nouvelle valeur si cette valeur, elle est falsy ou truthly. Donc, on va faire 2 et commerciaux égales ou 2 pipes égales, par exemple. Donc, ça, c'était la première nouveauté. Ensuite, deuxième nouveauté, à partir de Chrome 90, dès qu'on va écrire une adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur, Chrome va utiliser le protocole HTTPS par défaut, même si vous ne le spécifiez pas. On reste dans l'écosystème Chrome indirectement en parlant de V8, le moteur JavaScript utilisé par Chrome et par Node.js, avec la version 9 qui est sortie le 17 mars 2021. Avec quelques améliorations en termes de performance sur l'accès aux propriétés d'une classe par an. Donc, dès qu'on fait super, point, le nom d'une propriété, il y a des optimisations qui ont été réalisées à ce niveau-là. Et également des améliorations en termes de performance sur la communication entre du code JavaScript et du code WebAssembly. Et une autre nouveauté que je trouvais intéressante, c'est au niveau des regexp. Il y a une nouvelle propriété qui est ajoutée, qui s'appelle indices, qui correspondra aux positions de démarrage et de fin de toutes les parties qu'on a récupérées d'une expression régulière. L'exemple que j'ai trouvé sur un article de blog sur le site de V8, c'est par exemple si vous faites des consoles.log d'une erreur en JavaScript, on voit ça souvent dans les compilateurs ou dans Jest ou dans autres. Si on veut insérer à quel endroit il y a une erreur, on a besoin de détecter la position de début et de fin d'une certaine chaîne de caractères. Grâce à cette nouvelle propriété indices, on peut le faire. Autre nouveauté, du 17 mars 2021, la sortie de Node 15.12.0. Pas énormément de nouveautés notables. Celle que j'aimerais bien présenter, c'est les améliorations en termes de performance, encore une fois, sur les implémentations du module FS pour la lecture et l'écriture dans un fichier avec la syntaxe des promesses. On continue. La sortie de ZeltKit
Donc ça, c'est une nouveauté qui date du 23 mars 2021. Donc SvelteKit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le successeur de Sapper. Donc c'est Next.js de React, mais pour du Svelte. Donc ils ont sorti SvelteKit. La plus gros changement que je vois, c'est qu'ils ont migré de Snowpack vers Vite. On a parlé de Snowpack il y a 15 jours. Bah, leur outil de build, ils l'ont modifié, notamment parce que Vite est très performant dans tout ce qui est server-side rendering. Donc, c'est pour ça qu'ils ont migré vers cette nouvelle outil de build qui avait été créé par la communauté Vue.js et notamment Evan.you. Next point, c'est un sondage pour si vous êtes utilisateur de Node.js et vous voulez intervenir sur les 10 prochaines années de Node.js, qu'est-ce que vous voulez avoir, etc. Ben, ils ont mis en place un survey, un sondage, un questionnaire plutôt, afin de récolter tous vos besoins, tous vos préférences, etc. Petit article poussé par Julien concernant, on partagera les liens bien évidemment, concernant l'utilisation de la librairie de web component Lion, développée par ING, chez j'ai oublié le nom de la société, chez Ubisoft. Donc, ils expliquent comment ils ont fait pour modifier les feuilles de style des web components, comment ils ont fait pour générer les documentations, comment ils ont fait pour faire les tests grâce à Playwright, etc. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes dans l'écosystème des web components, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et enfin, dernier point, un explainer d'une prochaine éventuelle nouvelle API dans l'écosystème des PWA qui s'appelle la File Handling API. Grosso modo, ça va nous permettre que notre PWA puisse se lancer dès qu'on souhaite partager un fichier, par exemple. Donc, si je suis dans l'écosystème natif, si je suis sur un fichier .csv ou .text ou .autre, si je souhaite le partager, dans le drawer natif de votre téléphone, votre PWA va pouvoir être affiché. Et donc, vous allez pouvoir ensuite, en implémentant un petit bout de code JavaScript, réceptionner le fichier que vous souhaitez envoyer et faire le traitement associé. Donc là, c'est juste en modifiant le fichier manifeste de votre PWA, vous pouvez ajouter ce genre de mécanisme. Voilà pour les nouveautés de la semaine. Merci. Avec les papiers à la fin et tout, excellent. Trop bien. Par contre, on va mettre ton Chrome à jour. Hein. Il y a le gros bouton rouge, mettre à jour. Merci Manu. Ça fait un paquet. Merci beaucoup. Ça fait un paquet. Il n'y a pas le temps de prendre les notes. J'ai essayé de prendre 2-3 notes, mais on enverra tous les liens, soit dans le tweet de Wassim, soit dans les descriptions après de la vidéo. J'imagine que dans les deux même. Merci Manu. À la prochaine. Bon, maintenant, on va passer à notre prochaine chronique, c'est-à-dire la chronique dans laquelle on approfondit sur une fonctionnalité, une API, une partie des standards. De quoi on va parler aujourd'hui, Julian? J'en sais rien, c'est pour ça que je ramène Hubert. Hubert, Hubert, bienvenue. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est, comme disait Horacio, l'arrivée de la nouvelle chronique, le Focus API. L'idée, c'est de revenir sur une API qui n'est pas forcément très connue, vieille ou récente. Et je parle bien d'API ou fonctionnalités de HTML, CSS, JavaScript, SVG potentiellement, ou simplement une fonctionnalité du navigateur. Et donc cette semaine, si on peut partager mon écran, on va parler de Abort Controller et Abort Signal. Mais qu'est-ce que c'est Abort Controller et Abort Signal? Pour ça, on va faire un petit flashback dans le temps et revenir à 1999 et l'arrivée de XML HTTP Request. Donc, à la base, et de l'Ajax en général, à la base, ça a été créé pour Outlook Web Access et Microsoft Exchange. C'est une API qui est arrivée dans IE5, puis IE6 sous forme de contrôle ActiveX, et ensuite sur IE7 avec l'API qu'on connaît aujourd'hui de la classe XML HTTP Request. Alors bon, pour ceux qui ne se souviennent pas trop, ça ressemble à ça. Enfin, ça ressemble à ça, c'est pas très radiophonique. Ça ressemble à
l'API XML HTTP request, c'est une classe, on l'instancie. Une fois qu'on a l'objet, on doit appeler open, on doit ajouter un listener sur onload, un listener sur onError. Il faut préciser le type. Et enfin, quand on est content et qu'on n'a rien oublié, on doit appeler send sur cet objet. C'est clairement une API qui est datée, qui a vieilli. Et dans le cadre de la création des service workers en 2015 et quelques, dans les browsers, on a eu un peu l'idée de dire il nous faudrait une API un peu plus moderne qui soit non bloquante et basée sur les promesses. Et donc, c'est là qu'est arrivé l'API Fetch, donc une API qui est depuis supportée dans tous les navigateurs modernes, qui est arrivée en 2015, 2016 et 2017 dans les navigateurs. Une API beaucoup plus moderne, hein, clairement. Au lieu de créer cet objet, d'avoir tout ce setup assez compliqué, on va avoir une fonction qui prend un paramètre URL, un deuxième paramètre d'option, qui retourne une promesse, et on va pouvoir, avec un then ou un catch ou un finally, gérer un peu cet appel HTTP. Et donc, quand c'est arrivé en 2015, le truc qu'on a noté, c'est que contrairement à une XHR, une XML HTTP request, on ne pouvait pas faire de abort. Donc, quand un appel réseau part du navigateur vers une API ou je ne sais quoi, si pour quelconque raison on a besoin d'annuler cet appel, on ne peut pas. Et ça, en fait, c'est assez gênant. Donc, en 2015, on a commencé à avoir des discussions. Il y a une issue sur l'API de Fetch qui est assez vieille, qui date de mars 2015 et qui est comment on fait pour abort un fetch en fait. Donc il y a eu pas mal de discussions, il y a eu même un début de proposition au TC39, le comité de standardisation de JavaScript, pour faire des promesses qu'on pourrait annuler, des cancelable promises. Il y a énormément de travaux qui ont été faits par Dominique Desnicolas là-dessus. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que c'est assez compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez compliqué de dire je crée une promesse. Comment je décris qu'est-ce qu'il faut faire quand on la cancel, parce que quand c'est pas un fetch, qu'est-ce qu'on cancel? Donc c'est un standard, enfin un brouillon qui n'est pas allé plus loin. Et par contre, c'est là qu'on a eu une nouvelle API qui s'appelle, on va dire, c'est deux classes qui vont ensemble, c'est abort controller et abort signal. Donc ça, c'est arrivé dans Firefox et Edge en 2017, c'est arrivé dans Chrome en 2018. C'est toujours notable quand un truc arrive après dans Chrome, alors que c'était déjà dans Firefox. Mais bon, bref. Et c'est arrivé dans Safari début 2019. Donc, en fait, à quoi ça ressemble? Si on prend une requête fetch, avant, on lui passait fetch une URL et ça retournait une promesse. Ce qu'il va falloir faire pour pouvoir annuler un fetch, on va devoir créer un abort controller. Donc, c'est une classe. On fait const controller égale new abort controller. Et ensuite, sur ce contrôleur, on a une propriété signal. Et en fait, cette propriété signal, on la donne au fetch. On dit fetch / mon API. En option, on lui passe le signal. Et donc, la requête part. On peut écouter le zen, on peut écouter le point catch. Et sur le contrôleur qu'on a créé à la base, on a une fonction, une méthode abort. Et donc, c'est vraiment un peu comme un talkie-walkie où vous achetez une paire de talkies, vous en donnez une à fetch, vous dites vas-y, pars faire un aller-retour vers l'API. Et en cours d'aller-retour, sur votre talkie que vous avez gardé vous, sur le abort controller, vous allez pouvoir dire cancel Roger, il faut annuler cette requête. Et de l'autre côté, le fetch va annuler cette requête. Du coup, c'est une API qui est arrivée et qui est présente dans vos navigateurs. Elle commence à arriver ailleurs qu'avec Fetch, en fait. Ça, je trouve ça assez notable et assez intéressant. C'est qu'à la base, elle a été créée pour ça, mais elle commence à arriver ailleurs. Donc, on vient d'avoir des confirmations comme quoi ça va arriver dans le fait d'ajouter des écouteurs d'événements. Donc, quand vous faites Add Event Listener sur un clic, sur un je ne sais quoi, il y a des discussions pour le rajouter sur un set timeout, set intervalle, où actuellement, pour annuler un set timeout ou un set intervalle, il faut clear timeout et clear intervalle. Donc là, ça pourrait avoir le même fonctionnement.
Et en fait, si vous commencez à chercher, il y a des mentions de abort signal un peu partout. On en retrouve dans les propositions d'observables et sur RxJS. On en retrouve sur l'API de Web Authentication. Et surtout, et ça, je trouve ça assez intéressant, parce qu'on en a sur le navigateur, mais on a aussi des abort controllers un peu partout dans Node.js à partir de la version 15 et quelques. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est exactement la même API que sur le navigateur. Vous créez un contrôleur, new controller, vous passez le contrôleur.signal à quelque chose, et ensuite sur le contrôleur, vous faites abort. Donc c'est un truc que vous allez retrouver sur les streams. Vous allez même avoir, même si c'est pas encore dans le navigateur, vous allez pouvoir avoir une version de set timeout et de set interval qui peuvent être annulés avec un abort contrôleur. Vous pouvez en avoir quand vous lisez un fichier. Enfin, je vous épargne toutes les API de Node qui le proposent, mais il y en a pas mal. Alors, pourquoi cette API est intéressante et pourquoi on ne pourrait pas faire autrement? En fait, déjà, je tiens à repréciser que au-delà du fait que Fetch utilise des abort signal et que plein d'autres API standards de Node et bientôt du navigateur utilisent des abort controllers abort signal, vous pouvez utiliser ce truc-là vous-même. Vous faites new abort controller. Le signal que vous récupérez sur controller.signal, c'est un objet sur lequel vous pouvez écouter l'événement abort. Et ça, en fait, moi, j'ai commencé à m'en servir dans des API chez nous, chez Clever Cloud, et sur d'autres projets, ça me démange un petit peu parce qu'il y a vraiment un côté standard de comment annuler quelque chose. Donc, moi, ce qui me plaît dans cette API, c'est que je vais me répéter un peu, mais c'est devenu un standard du web et ça commence à arriver dans Node. Au lieu d'avoir, on a un peu une inversion. Au lieu d'avoir une API qui expose une fonction abort ou cancel, typiquement, vous créez un observable avec RxJS, vous ajoutez un écouteur d'événements. Au lieu qu'on ait une API qui soit exposée pour annuler cette action, c'est nous qui créons un abort controller et qui passons le signal à l'API. Donc, il y a vraiment une inversion. Et au-delà du fait, comme je viens de le montrer, qu'on peut s'en servir comme on veut en dehors des API qui le supportent, on peut passer un signal à plusieurs, le même signal à plusieurs choses. Et donc, moi, il y a un exemple qui me revient assez souvent, c'est si vous utilisez des web components, mais ça va être pareil dans d'autres systèmes de composants. Vous avez un callback quand le composant est ajouté au DOM et un callback quand il est supprimé du DOM. Et ce qui est très courant, c'est pareil avec des hooks React, useEffect, etc. C'est qu'on a très souvent besoin de setup quelque chose et de le clean up une fois que c'est terminé. Et donc, il ne faut pas oublier quand on fait un set interval de faire un clear interval, quand on fait un add event listener de faire un remove event listener, etc. Et en gros, avec cette API de abort signal, on pourrait imaginer qu'on crée un seul signal pour tout le monde. On s'en sert dans tout ce qui a un peu un effet, donc lancer une requête, intervalle, créer un resize observer, un observable, ouvrir une connexion WebSocket, etc. Tous ces trucs-là, on leur passe un signal. Et une fois que il y a un changement de route, une fois que le composant est supprimé, etc., on fait juste un seul abort et tous les trucs avec lesquels on a utilisé ce signal vont être annulés automatiquement. Voilà, moi, c'est ça qui me réjouit vraiment avec cette API, c'est à quel point elle résout pas mal de problèmes assez simples, mais assez intéressants. À vous les studios. Merci. C'est super que tu expliques la Carrément. réponse à un problème que je ne savais même pas que j'avais. Voilà. Non, c'est trop bien. Ok, merci bien. J'ai oublié de le dire et de le mentionner, mais n'hésitez pas dans les commentaires sur Twitch, que ce soit pour le Focus API, pour la météo ou pour l'invité qu'on va avoir bientôt, à poser vos questions. On les fera passer en direct. Donc, voilà. Merci Hubert. Merci Hubert. À vous. À la prochaine. Et on attaque le cœur du programme maintenant. Oui. Est-ce que tu veux nous présenter de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des design systems. Oh, mais c'est quoi exactement ce truc? Bon, on va essayer de clarifier, mais on va parler
des guides de style, des catalogues de composants et surtout de comment réussir à faire que vos applications aient une expérience utilisateur cohérente. Mais pour ça, je vais commencer par présenter à notre invité. Greg, bienvenue. Merci d'avoir accepté à l'arrache, comme c'est notre méthode bien huilée d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut Qui veut te Horacio. présenter? Raconte-nous qui tu es. Alors salut tout le monde, salut Julien. Moi ça fait peu plus de 15 ans que je fais du dev et ce que j'ai toujours trouvé frustrant un peu dans le front, c'est qu'on était toujours un peu les parents pauvres des tools. J'ai travaillé pas mal d'années dans le back-end et il y a énormément de tools, on peut tout faire. Enfin, c'est vraiment assez poussé et dès qu'on arrive dans le front, et ben, on voit que c'est vraiment, enfin, pendant pas mal d'années, ça a été un peu frustrant. Et là, ces dernières années, ces 2, 3 dernières années, on voit que ça avance vraiment vite. C'est cool. Il y a plein de projets qui sortent, du Storybook, du Vite, du Snowpack, du machin, plein de choses. C'est vraiment cool pour le front. Mais bon, enfin, j'ai jamais trouvé trop les outils qui me correspondaient. Et à chaque fois que je développais des apps, j'avais toujours le même problème de réutiliser mes composants. Alors les web components, ça fait quelques années que ça existe, hein. Ça a atterri il y a quelques temps quand même sur les browsers modernes. Et avec mon équipe, on a fondé une boîte pour déjà essayer de simplifier pour nous déjà pour utiliser nos propres tools de la réutilisation de composants. Donc on voulait commencer avec les web components, on trouvait ça vraiment bien. Euh, comme techno. Je pense que c'est le futur, mais bon, en ce moment, on a plein d'utilités avec d'autres frameworks, genre les composants Vue, les composants React. Il y a plein de composants web en général, il n'y a pas que les web components comme on l'entend de façon API. Et donc, on avait développé une application webcomponent.dev que connaît Julien, je pense. On a travaillé pas mal de temps avec OpenWC et pour les web components parce qu'ils promouvaient aussi les web composants. Et les web composants, ça permet vraiment enfin les web components et les composants en général, ça permet vraiment de réutiliser vos composants à travers toutes vos applis. Un bouton, un calendar, un date picker, vous en faites un, il n'y a pas besoin de le réinventer à chaque fois. Vous avez votre use case, ça marche très bien. Pas besoin de le développer. Et l'intérêt des web components, c'est qu'on peut les réutiliser cross-framework. Donc, c'était vraiment cool. C'est pour ça qu'on voulait se baser là-dessus. Et suite à ça, on s'est dit, bon, bah, c'est bien les composants, mais un composant, ça fait pas tout. Il y a un composant, il manque du style, il manque de l'accessibilité, il manque de la doc. Moi, ce que j'ai toujours trouvé frustrant en tant que dev, c'est que, comme on dit souvent, la documentation, c'est une feature. Ça fait partie du composant. Et j'ai toujours ça trouvé frustrant aussi de ne pas pouvoir documenter son composant en même temps que. Parce qu'un composant, c'est des tests, du code, des stories. Storybook a inventé le concept de story, de pouvoir présenter en fait son composant sous forme de démo, c'est carrément pas mal. Et donc, on a essayé de prendre un peu toutes ces idées, de voir comment on aimerait travailler plus tard, enfin dans le futur en tout cas. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, le design system, c'est un peu trendy. On va essayer de faire une plateforme en fait qui va permettre de réutiliser en fait ces composants, de les mettre en commun avec de la doc, avec des tests, de pouvoir les tester en isolation et après de pouvoir réutiliser ce module de composants qui est plus que une librairie graphique en fait et de faire ce qu'on appelait un design system. Donc, design system, ça a plein d'avantages. Il y a plein de termes techniques dedans à prendre en compte. Design system, c'est donc une librairie de composants, première chose. Vous allez avoir aussi du theming qui est formé à partir de tokens. Les tokens, c'est des éléments unitaires en fait qui composent un design system, genre votre spacing, vos couleurs, votre typographie, vos borders, tout ce que vous retrouvez un petit peu dans les theming tools sur le web. Donc des composants, un thème, des styles plutôt, et de la documentation. Tout ça forme votre design system. Donc, c'est les guidelines que vous a donné votre designer parce que vous pensez que 3 pixels de border radius, c'est mieux pour tout le monde. Donc, et ça permet d'avoir une cohérence, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini vos tokens, vos composants, et que vous avez shippé ça sous forme d'un seul module, vous allez pouvoir avoir, en fait, une expérience vraiment beaucoup plus simple en tant que développeur, réutiliser vos composants. Là, je veux un bouton, bah, je prends un bouton qui est déjà sur l'étagère, qu'on a déjà fait, qui est déjà avec les bonnes couleurs, déjà avec le bon sizing et tout. Donc ça, c'est cool et ça permet de gagner en productivité. Moi, ce que je trouvais toujours frustrant, c'est la productivité du développeur. C'est
pouvez réutiliser vos composants, ça c'est cool, mais c'est surtout la durabilité de vos composants. Votre bouton, si ça fait 5 ans qu'il marche très bien, il n'y a pas de raison de le recoder from scratch à chaque fois que vous changez de framework. React, Vue, Angular, Solid, Marco, ce que vous voulez, il n'y a toujours pas besoin de le recoder à chaque fois. Le composant, il est là, il marchera toujours. Et donc ça, c'est cool. C'est la durabilité des composants, réutilisabilité, réusabilité et discoverabilité aussi. On a essayé de, pour l'instant, c'est pas encore prêt, donc je ne vais pas dire qu'on a comment ça s'appelle, on a trouvé le sweet spot, mais essayer de découvrir les composants. Vous avez des nouveaux arrivants dans une boîte. Le plus dur, c'est vous clonez le repo Git et après, what else? Et donc, le plus gros problème, c'est de trouver le composant qui vous va le mieux. Donc, il y a des style guides qui peuvent vous aider là-dessus. Mais la plupart du temps, donc, ça va avec la doc, ça va avec la découverte du code, ça va avec la découverte aussi de pouvoir jouer avec le composant. C'est-à-dire qu'un peu comme Storybook fait aussi, ou plein d'autres, ou plein de style guides le font, avec des petits playgrounds, de pouvoir jouer avec le composant, c'est de comprendre comment il marche, voir toutes les variantes qui existent à ce composant. Donc voilà, donc on a essayé de mettre un petit peu tout ça en forme et de pouvoir proposer un produit. C'est pas encore dispo, on a quelques clients dessus et donc on essaie de fournir en fait une expérience vraiment simplifiée pour le développeur autour des briques réutilisables, découvrables et durables aussi, surtout de votre front, quoi. Je sais pas si vous avez des questions ou des choses, Horacio, Julien. Il y a juste une qui apparaît là dans les chats. Julien, tu peux la mettre? Vas-y, dis-moi. La Celle-là, dernière? celle de Rome? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Je crois que ça résume bien la situation. Non, Greg? Ouais, c'est ça, ouais. Le problème du CSS, c'est que alors, il y a un problème avec le CSS, c'est qu'il n'est pas shippable comme des ES modules, vous savez. Enfin, c'est un peu frustrant aussi, ça, c'est qu'on n'est pas des CSS modules. Enfin, je sais qu'il y a quelques initiatives là-dessus, mais l'intérêt du design system, c'est de packager, en fait, tous ces ESM, ces assets, sous une seule et même forme, sous un seul délivrable, en fait, que vous pourrez linker à votre app. Donc, vous savez, avec votre NPM Link, vous pouvez aller directement onboarder une dépendance sur votre app et de pouvoir la réutiliser. Et donc là, avec l'NPM Link, vous allez pouvoir aller télécharger, si on veut, entre guillemets, vos CSS, pouvoir les incorporer dans votre app, à côté de votre JS et à côté de votre doc aussi. Si tout vit ensemble autour d'un seul et même package, le design system forme vraiment en fait un composant livrable vraiment pratique et vraiment unifié pour toute l'expérience de dev. C'est un seul et même livrable et donc vous pourrez utiliser ça assez facilement, surtout sur les CSS pour qui s'il y a une structure. Comment? Le cœur de cible du design system, c'est pour qui? C'est pour du front-ender, c'est pour le designer, c'est pour le back-ender, c'est pour l'utilisateur extérieur? Alors, l'utilisateur extérieur, je ne sais pas si le design system doit être un truc vraiment livrable. Il y a le design system, ça correspond, en fait, c'est un mix entre votre design, c'est-à-dire le branding que vous voulez appliquer, les guidelines que vous voulez appliquer à votre produit, si vous voulez faire un produit. C'est un mix aussi comme on a vu ce matin avec Emmanuel qui parlait du Ubisoft qui avait lancé le design system à base de Lion Web Component. Vous avez vu, eux, ils sont partis des Web Component Lion, qui sont des composants non stylés, donc c'est une librairie en fait de composants, mais là-dessus, ils ont été obligés de rajouter des choses, c'est-à-dire la documentation, comment l'utiliser, leur style, parce que ça correspond à leur identité de marque, et donc tout ça, ça forme leur design system, donc ils sont obligés de réutiliser plein de petits bouts par-ci par-là pour faire un design system, et ça représente votre identité, design system, et votre documentation. Donc c'est à la fois pour le designer, parce que le designer va pouvoir guider un peu la documentation, les guidelines et surtout suivre un peu les styles en temps réel, entre guillemets, pouvoir communiquer avec le développeur plus facilement, dire bah non, ça va pas, ce border radius est trop large, trop fin, je ne sais pas. Mais c'est aussi pour le développeur, pour celui nouveau, celui qui rentre, il a besoin de découvrir comment ça se passe, les composants, quels composants utiliser, quel c'est celui qui correspond le plus à son utilisation. Ça va servir aussi pour le designer d'app, c'est-à-dire ok, bon, bah, je connais tous mes boutons, mais j'ai peut-être besoin de mettre à jour de la doc, rajouter un test, rajouter une variante, rajouter. Donc ça, il faut le maintenir. Donc ça, c'est un design system. Il évolue toujours, le design system, il est toujours vivant. Hein. Vous avez toujours des nouveaux cas d'utilisation. Ah, ce bouton, j'aimerais bien qu'il ait cette forme-là. Quand je passe en over, il ait un espèce de spinning. Quand je fais un load, parce que vous avez des boutons tout bêtes qui font des actions one-shot, mais des fois, il y en a qui font des fetch, il y en a qui font des releases, qui ouvrent des dialogues, il y a peut-être besoin de plein de variantes dans ce truc-là. Donc, le design system, c'est fait pour vivre, en fait, et
vous arriverez à le faire vivre, ce design system, seulement si vous arrivez à onboarder tout le monde, c'est-à-dire le product manager ou le product owner, le designer, le testeur, le Q&A, parce que le Q&A, il a dit, quand il fait ses tests, il est obligé de se baser sur un style guide ou une doc pour tester, de voir comment il peut aller tester son composant. Donc c'est vraiment, il faut que ça onboard un peu tout le monde et surtout, il faut que ce soit simple d'accessibilité. Tout le monde ne peut pas faire un git clone, lancer son VS Code et espérer que le serveur de dev marche. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, ça ne marche pas. Vous le téléchargez, vous le lancez, mince, il ne manque pas la lib, j'ai oublié de faire un install, j'ai oublié de faire un npm install, j'ai pas la bonne version de npm. C'est toujours, en tout cas, j'ai toujours trouvé ça frustrant côté. Je peux pas arriver en un clic, arriver sur un truc qui marche, ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de proposer une expérience unifiée. Et surtout, par exemple, un designer, il n'a peut-être pas de compte GitHub. Le product owner, il n'a peut-être même pas de compte, je sais pas, Figma ou quoi que ce soit. Et donc, il faut proposer donc une expérience un peu unifiée autour de ça pour que designer, Q&A, product owner, développeur puissent, ou tech lead, même CTO, s'y retrouvent et fassent vivre ce design system, quoi. Voilà, je sais pas si... J'ai des milliards de questions, mais on est Oui, pressé moi par le aussi, temps. et quelque part, Dis-moi, Horacio. tu as touché une des questions qui me surprennent ou qui m'interpelle le plus toujours avec Design System, parce que c'est là où j'ai vu que les choses, des fois, ne marchent pas très bien, c'est le côté évolutif, le côté s'adapter à des nouveaux use cases, parce qu'une bonne logique, voilà, qui s'occupe de ce cycle de vie de Design System, qui s'occupe de ces façons-là de les mettre à jour, comment ça se passe, ce cycle de vie dans la vraie vie, quoi? Alors, la plupart du temps, comment ça se passe? Il y a les designers qui bossent sur des Figma files, des sketch files ou des trucs comme ça, qui sont chargés de crafter un peu leurs envies, leurs désirs, leurs trucs. Et quelqu'un est obligé de les documenter. Le problème de documentation vit souvent dans les Figma files. C'est un peu compliqué pour un développeur qui est peut-être pas rompu à Figma ou à Sketch ou quel que soit l'outil, ou InVision, quel que soit l'outil que vous utilisez pour faire du design. Il faut apporter une espèce pas de cohérence, mais de discussion entre le designer et le développeur autour de la documentation. Donc ça, c'est la première barrière, c'est documenter qu'est-ce que fait un bouton, comment il doit être, quelle tronche il doit avoir, quel shadow, quel border, quelle couleur, quel typo, quel machin. Ça doit vivre, la documentation doit vivre à côté du composant. Après, le composant, le codeur est obligé de reproduire ce que a fait le designer, parce que le designer a peut-être fait un truc qui est peut-être pas facile à faire en web, parce que ça reste un outil de dessin, Figma et Sketch, donc c'est des très bons outils de dessin, c'est vraiment super pour itérer rapidement, beaucoup plus rapidement que le dev, mais à un moment donné, il va falloir mettre ça en prod, quoi, et en prod, c'est du web, donc il va falloir... Donc nous, ce qu'on propose, enfin, on propose parmi notre outil, mais Storybook le fait aussi bien, c'est pouvoir proposer en fait un espèce de conteneur en fait, vous allez pouvoir tester en isolation et surtout faire une démo de votre composant en isolation pour pouvoir le présenter au designer pour que lui il inspecte de son côté est-ce que ça match un petit peu ce qu'il avait pensé de son côté en mode dessin et est-ce que ça marche vraiment ce qu'il avait voulu faire en prod. Donc ça va être la partie. Donc le développeur va avoir besoin de partager directement son composant avec le designer. Il faut que ce soit en one click. Le designer il n'a pas de compte. Il n'y a pas de git clone, VS Code et tout ça. Donc, il faut que ce soit un truc live qui marche instantanément, que ce soit comme du Google Doc, quoi. Vous partagez un truc, tout le monde le voit tout de suite, quoi. Il n'y a pas de je vais lancer un CI, j'ai posé ça sur une branche, je vais attendre 15 minutes que mon CI arrive à délivrer quoi que ce soit. Notre compilation, on était parti du principe que comme on veut un truc instantané, il faut que tout marche dans le browser. Il n'y a pas de serveur qui rentre dans l'histoire, sinon c'est trop lent. Il ne faut pas de git hook, de ce que vous voulez. Il faut que tout marche dans le browser. Donc, on passe par du messaging, on envoie des messages inter-frame, inter-window, si vous voulez. Et tout marche un peu comme du chat, sauf qu'on ne communique pas avec des messages de chat, on commence avec du code. Et on envoie du code à un autre browser. Le browser, il compile, chacun compile dans son côté. Donc, comme ça, on a une expérience vraiment, vraiment smooth. C'est-à-dire que votre outil de build, c'est votre browser, pas le contraire. On a une question dans le chat, je la fais passer avant le reste. Ouais. Il y a Kali de Tilis qui demande, quand on met un jour un composant dans la lib, est-ce que ça impacte automatiquement les apps qu'il utilise? Alors pas forcément, je sais pas comment vous utilisez, enfin je sais pas comment Kali utilise son app, mais nous ce qu'on propose c'est de délivrer en fait les design systems sous forme de comment ça s'appelle, de livrables via NPM. Donc vous allez le versionner en fait et il va être
forgé dans le marbre, si vous voulez. Il aura une version, donc NPM ou GitHub Packages ou GitLab Registry, enfin, j'utilise la registry que vous voulez, qui va permettre de publier cet artefact en fait sur une registry. Et après, vous allez pouvoir consommer cet artefact avec dans vos dev dependencies, ça dépend de votre outil de build, mais ça sera peut-être dans les dev dependencies ou dans les dependencies directement. Et vous allez pouvoir consommer en fait ce design system. Il sera en une version 0, enfin, ou je sais pas, 1.0.1. Votre app, elle est figée. De toute façon, on conseille souvent de figer les dépendances quand même quand vous allez développer. Donc, il sera en 1.0.1, votre design system, mais quand vous allez vouloir faire évoluer, il va falloir quand même tester votre app avec votre nouveau design system. Est-ce que ça se comporte comme j'ai voulu? Donc, vous allez pouvoir faire votre NPM upgrade sur tel librairie, enfin, le design system qui a été déployé, et vous passerez en 1.0 par exemple, et vous allez pouvoir retester votre app en fait. Et comme c'est un artefact avec une versionnée, la doc doit être versionnée aussi, bien sûr, je ne vais pas se préciser, mais tout doit être versionné avec le code. Parce que c'est difficile, des fois vous arrivez, je ne sais pas si vous regardez souvent la doc, mais la plupart du temps, la doc, elle n'est jamais versionnée. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est la latest, et la doc n'est peut-être pas à jour avec le code, et ce qui fait que on ne sait pas trop comment ça marche. Vous avez 3-4 versions déployées, mais finalement, si vous avez déployé, je ne sais pas, sur NPM, vous voyez toutes les versions vues, par exemple, il y a 300 versions, je ne suis pas sûr qu'il y ait 300 versions de la doc disponibles. Et forcément, il y a des discrepancies. Si vous utilisez par exemple votre app en vue 2.6.1 et qu'en 2.6.4, ils ont changé quelque chose, la doc sera peut-être pas dispo directement. Donc c'est un petit peu dommage pour ça. Mais oui, normalement, ça se consomme sous forme d'artefact, je pense. Enfin, c'est ce qu'on propose. Je ramène Hubert dans le chat qui est en train de se battre. Je veux réagir. Oh, vas-y. Ouais, en fait, c'est intéressant, Greg, tu as parlé de consommation de librairies de composants via un paquet NPM. Et moi, j'ai commencé à voir, alors, dans un Slack dédié au Web Component, dans lequel il y a beaucoup de gens d'ING, notamment, des discussions. Et nous, on essaye aussi un peu ça chez Clever Cloud, d'aussi pouvoir les consommer directement via un CDN. Je crois savoir... Enfin, je te laisserai dire si vous avez des choses autour de ça, mais et j'ai l'impression que c'est un mode de consommation sans NPM install qui peut avoir certains usages et qui pourrait aussi potentiellement proposer un peu de SEMVer sans forcément dire bon, bah, sur mon site web, j'utilise la librairie de composants et je veux tout le temps la dernière mise à jour, même les breaking change. Ça, on va être d'accord que c'est assez dangereux. Mais je me demande un peu ce que toi ou même les autres pensent du fait de consommer une librairie de composants, non pas via j'ai fait un npm install dans mon app, mais carrément via une balise script qui pointe vers un CDN et qui derrière host une version buildée et optimisée d'une librairie de composants. Alors, ça peut très bien marcher. La plupart du temps, enfin, ce que j'en vois, le CDN, en fait, il est serve, ce que ce soit NPKG ou Toto CDN qui propose. En fait, ça a déjà été poussé avec du NPM Publish pour versionner forcément l'artefact. Pour la consommation, je suis d'accord que ça marche super avec du JS. Alors, pour les web components qui sont full packagés dans du JS, dans des S modules, c'est pratique. Cependant, quand vous allez avoir par exemple des SVG ou par exemple des composants vus, en fait, où il vous faut la source, ou les composants Svelte, il vous faut la source pour la recompiler par derrière. Vous avez toujours une phase de compilation après coup. Des fois, c'est pratique de l'avoir directement, en fait, dans comment ça s'appelle? Dans Dans les le sources de package l'application. NPM. Ah ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce qu'on va pouvoir consommer du SVG sous forme d'image, mais si vous allez vouloir l'intégrer, les SVG, les inliner dans vos templates, si vous allez vouloir, je sais pas, ces fichiers icônes, tout ça, on peut les importer avec du CSS aussi, bien entendu, ou les TTF directement avec les imports CSS. Moi, la consommation, nous, on la propose, je pense que c'est bien d'avoir une dépendance NPM parce qu'il y a toujours des outils de build qui traînent dans une app. Je veux croire à un avenir où il n'y aura plus de build et où tout sera shiny et super fast et que tout soit triché et tout le machin. Mais pour l'instant, je pense que le meilleur mode de consommation, et surtout parce que les applications qu'on développe tous, que ce soit du React, du Vue, du Angular, en fait, elles ont toujours une phase de build. Et je pense que c'est mieux d'avoir directement pour pouvoir packager, minimifier, tout ça, tout en interne. Surtout pour la minification, c'est assez pratique de tout avoir en local. Après, je suis pas contre. Nous, on propose à Web Component Dev des composants self importables.
Mais pour des design systems vraiment complexes, il va falloir quand même un livrable directement. C'est mon avis, mais après, je peux me tromper. Je Non, non, demande non, qu'à non, ce qu'on mais change je d'avis. pense que de toute façon, on est dans une phase où ça évolue et on ne sait pas trop. Moi, un peu comme toi, j'aurais tendance à dire, je veux vivre dans un monde où tous ces builds machins sont simplifiés. Je pense pas qu'on arrivera à ça parce que c'est pas forcément souhaitable. Mais je pense que les deux approches ont Ouais. des cas de figure intéressants parce que on a parlé quasiment que de SPA, mais quand tu fais du CMS, du site e-commerce PHP, etc., tu n'as pas forcément de Mhm. build, tu ne sais pas forcément utiliser NPM. Pareil pour un outillage très Java ou même autre. Tout à fait. Et enfin, voilà. Bref. Et là, je pense Horatio. que tout ça, ça indique qu'il faut inviter Greg à nouveau un de ces quatre parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Carrément. Moi, j'ai plein de questions que je ne vais pas pouvoir poser parce que je pense qu'il va falloir qu'on arrête là. Donc, Greg, bah, tu vas revenir. Dis-nous que tu vas revenir dans quelques semaines quand même, qu'on puisse continuer cette conversation. On espère lancer public notre site, enfin notre outil design system dev. Donc pour l'instant, le choix du nom est peut-être pas encore arrêté, donc on va peut-être le changer d'ici quelques semaines, j'en sais rien. Mais on essaiera de livrer normalement public côté courant avril. Donc Dans je ces serais ravi cas-là, d'en Viendra de donner discuter le nom. tu voilà, seras je à viendrai nouveau vous notre donner le nom, invité. arriver en Merci. guest et répondre à vos Merci. questions. Et je serai ravi de répondre à vos questions, bien sûr. Merci On avait beaucoup. une dernière question Alors. dans le chat. On va Vas-y. permettre la question de Romain dans le chat avant de partir. Est-ce qu'on peut Alors, intégrer dans les frameworks à base de Node.js, genre Electron ou Cordova? Alors, je ne suis pas expert en Cordova, donc ça, je ne pourrais pas répondre. Pas non plus en Electron, mais Electron, je vois comment ça marche. Donc, ça reste à base de HTML, JS et CSS. Donc, oui, tout à fait, on peut intégrer des composants Web Component directement dans Electron, sachant que ça build une sorte de web view en fait, de votre application. Donc, oui, on peut totalement intégrer dans des trucs à base de Node.js, surtout si vous avez fait un PM install de votre système, si en local, il n'y a pas de source externe. C'est facilement packageable et bundlable avec votre app Electron, quoi. Bon, bah, merci Merci. encore une fois. Merci. Merci à vous. On va partir. Ciao. Allez, salut Greg, à la prochaine. Bye. Et c'est déjà l'heure de la dernière rubrique de la journée. Tu amènes Noël L'annonce. avec nous alors? Salut Noël. L'annonce. Salut. Alors, laisse-moi trouver ta bannière. L'anecdote Merci. historique. Allez, bon courage Noël. Allez, impeccable, merci. Alors, jingle. Père Noël, raconte-nous des histoires. Bonjour les enfants. Bonjour Père Noël. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. Allez, c'est parti. Il était une fois une société sans Internet et sans web. Dans ce monde, les gens avides de connaissances allaient dans des bibliothèques. De lourds ouvrages étaient rangés dans de grands rayons. On devait passer de l'un à l'autre, et de l'un à l'autre, et de l'un à l'autre. C'était fatigant. Les gens n'étaient pas contents. Qui les libérera de ce dur labeur? Hypertexte, hypertexte, hypertexte. Et ouais, aujourd'hui, je vais encore vous parler d'hypertexte. La question, forcément, c'est qui a eu l'idée en premier? Alors là, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous répondre Bush. Alors non, forcément pas le président américain qui a failli se tuer en bouffant des bretzels. Et oui, j'ai conscience que cette vanne ne sera comprise que par les 30 ans et plus. Là, je parle de Vannevar Bush, le mec universellement cité comme l'un des plus grands visionnaires de tous les temps. Le mec qui aurait prophétisé l'hypertexte, mais aussi Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, tout quoi. Et tout ça en 1945, en un article, As We May Think, comme nous pourrions penser. Donc là, c'est bon, j'ai fini ma chronique, tout le monde est content, bonjour chez vous, merci, au revoir. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais généralement, c'est plutôt une bonne idée d'aller lire un article qu'on vous a partagé. Ne pas s'arrêter au titre, vérifier les sources, tout ça quoi. Bon, ben on va jeter un coup d'œil du coup. Alors, déjà, un peu de contexte. Vannevar Bush est un ingénieur. En 1927, il crée même un proto-ordinateur mécanique, une espèce de délire steampunk pesant dans les 100 tonnes.
Ça fonctionnait basiquement comme une horloge, avec des roues crantées et tout un tas. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, il s'occupe surtout d'organiser et diriger la recherche militaire. Il est même une des personnalités clés du projet Manhattan. Donc, basiquement, c'est le mec à l'origine de la bombe nucléaire. Alors oui, la recherche durant la DDR, c'était pas que ça. C'était aussi et surtout l'occasion de faire collaborer plein de domaines différents. La cybernétique a d'ailleurs été créée pour aider tout ce beau monde à communiquer. C'était les débuts des sciences de la communication et donc de l'informatique. Du coup, notre ami Bush a sans doute bénéficié de ses influences. Chapeauter tout ce joyeux bordel lui a forcément permis de tout comprendre. Et ouais. Alors, voyons cet article. Donc, blablabla, lyrisme, machine de Babbage, lyrisme, vision exaltée des sciences et de l'industrie, blablabla. Ah, partie 2. Les progrès de la photographie ne sont certainement pas près de s'arrêter. Voyons ce que ces découvertes vont logiquement, voire inévitablement impliquer. L'appareil photographique du futur se porte sur le front et a la forme d'une bosse à peine plus grande qu'une noix. C'est cette image qu'il a décidé de mettre pour illustrer l'article. Un dessin montrant le haut du visage d'un mec avec une webcam sur le front attachée par des angles. Un visionnaire, je vous dis. Bon, du coup, il cause photo pendant un long moment après ça. Mais c'est pas du tout anodin. Monsieur Bush a beaucoup travaillé sur les microfilms. Microfilms qui sont toujours beaucoup utilisés dans les années 40 pour compresser l'information. Basiquement, tu prends une photo d'un document, imagine une feuille A4, et tu la stockes sur un espace de quelques millimètres. Le microfilm de l'encyclopédie Britannica pourrait être envoyé par la poste pour 1 centime. Nickel! On a donc la technique de stockage du turfu. Bon, pour être honnête, l'auteur évoque également les cartes perforées, donc le binaire, dans la troisième partie de l'article. Les machines arithmétiques du futur pourront être de nature électrique et s'exécuter 100 fois plus vite qu'actuellement, si ce n'est plus. Du coup, un chouïa, ouais. De telles machines auront un appétit énorme. L'une d'entre elles recevra les instructions et les données d'une pièce remplie de demoiselles armées de claviers perforateurs, et cette machine délivrera chaque minute des feuilles de résultats. Ah, le bon vieux sexisme des années 40. Parce que oui, au début, l'essentiel des informaticiens étaient des informaticiennes. Et ouais, coder, ça se faisait sur une sorte de machine à écrire. Du coup, c'est un boulot de secrétaire, ça. Du coup, c'est facile, hein. Oh là là. Et que je te justifie ça à base de plein de clichés genrés, du style c'est du langage, c'est de l'émotionnel, etc., etc. Ce n'est qu'après que l'informatique est devenue centrale. Et là, ça a commencé à être mieux considéré et du coup à être bien payé et c'est devenu un métier d'homme avec des justifications à la mormoiljon comme c'est scientifique, c'est des maths, bref, plein de représentations débiles qui impliquent donc a priori qu'on tape sur un clavier avec sa bite. Vous remarquerez que tout ça est toujours d'actualité. Oh joie. Bref, l'article présente ensuite le MEMEX, une machine imaginaire permettant de consulter des microfilms connectés entre eux. C'est généralement ce passage qui sera le plus cité et le plus retenu, car il s'agit bien de la première évocation médiatisée d'un proto-hypertexte. Sauf que le MEMEX est tout aussi délirant dans sa présentation que la webcam sur le front. Vannevar Bush a totalement surestimé l'importance des microfilms. Toutes ses prospectives tournent autour de cette idée. Il est obsédé par les sens qui permettent de transmettre l'information, en particulier la vue et l'ouïe. Du coup, il en oublie d'étudier ce qui constitue réellement l'information elle-même. Bon, vous me direz, il est facile de tenir de tels propos 80 ans plus tard. Et vous aurez entièrement raison. As We May Think est sans doute unique en son genre. Plusieurs auteurs avaient déjà dégrossi le sujet bien avant Bush. Mais son évocation des liens entre documents est élégante et comprend quelques concepts novateurs. Mais je suis personnellement persuadé que de nombreuses personnes qui travaillaient effectivement sur les premiers ordinateurs à l'époque auraient pu indiquer à Bush son erreur
ou du moins de modérer son propos, un minimum. Ces personnes ne sont pourtant jamais nommées dans l'article, alors même que c'est leurs travaux qui en inspirent les parties les plus justes et intéressantes. Finalement, c'est bien l'homme en position de pouvoir, occupant l'espace sans modération, qui marque les esprits et rentre dans les livres d'histoire. Comme quoi, la situation date pas d'hier. Quoi qu'il en soit, l'article est super intéressant. Franchement, allez le lire, vous ne serez pas déçus. Je partagerai les liens sur Twitter juste après ce live et puis dans le chat, etc. Et un petit peu plus tard, je ferai un blog post sur fullweb.dev avec des compléments pour tout le monde, y compris si vous écoutez en podcast. Si vous êtes sur YouTube, les liens devraient se trouver ci-dessous. Merci à vous tous et à vous les studios. J'ai toujours rêvé de dire ça. Merci Noël, merci beaucoup comme d'habitude. Du coup, j'ai fait ma conclusion. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Puis après, de toute façon, il y aura des questions. On se retrouve dans 2 semaines. Tu nous en as encore beaucoup, les comme ça? Combien de temps on va te recevoir avec des anecdotes? Je crois qu'on peut tenir pendant un bon moment. Excellent. Yann. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Merci encore. Avant de se quitter, on va reprendre une question qui a été posée tout à l'heure sur le point API et je remets Hubert sur l'écran avec une question sur le canceling. Je te laisse la lire. Donc, on a une question de Null Pointer, mais qui ça peut bien être. C'est intéressant ce cancelling. Donc, c'est une question par rapport à la rubrique que j'ai faite au début de l'émission. C'est intéressant ce cancelling. Juste une question annexe. On a du cancel de promise. J'ai jamais creusé la question en JS. Alors, je pense que c'est on a du cancel de promise en JS, point d'interrogation. En fait, j'ai essayé de le préciser vite fait dans la chronique. En 2015, quand l'API fetch est arrivé et qu'il y a eu des mais attends, on ne peut pas cancel un fetch, là, c'est quoi ce délire? On pouvait le faire avec de l'Ajax et une XHR. Il y a eu des travaux faits par Dominique Desnicolas au TC39 pour standardiser une manière d'annuler une promesse. Il y a passé énormément d'énergie. Si vous suivez cette personne, ça a été un peu difficile même parce que il y a eu des tonnerres dans tous les sens de discussion. Ouais, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Enfin bref. Mais toute la complexité, c'est qu'une promesse, n'importe qui peut en créer une. Donc si vous faites new promise, vous allez avoir un callback resolve, un callback reject. Mais comment vous définissez ce qu'il faut faire quand la promesse a été cancel? Et puis en plus, si vous créez une promesse et qu'ensuite quelqu'un va enchaîner d'autres promesses avec un point zen, en imbriquer d'autres, sachant que à l'intérieur d'un point zen, on peut retourner une promesse et elle est unboxée. Enfin bref, les promesses, c'est compliqué. Comment vous faites pour remonter un peu cette chaîne de... Si vous faites un cancel suite à 3 promesses imbriquées et enchaînées, comment vous faites? Et donc, c'est vraiment un modèle qui a été difficile à mettre en place et on s'est rendu compte des limites et c'est pour ça qu'on a proposé plutôt cette alternative de abort contrôleur et de abort signal. Et donc, en général, par exemple, quand vous faites un fetch avec un abort signal, si vous faites un abort, il va rentrer dans votre catch et il va émettre une erreur qui est une abort error. Et du coup, les promesses cascadent les erreurs vers le premier point catch. Donc, voilà. Mais ça a été essayé et c'est vraiment un problème difficile à résoudre. C'est compliqué. Ouais. Ok. Merci bien, en espérant que ça réponde à la question. On espère, ouais. Et n'hésitez vraiment pas pour les prochaines émissions, pendant l'émission, à poser des questions. Et même si vous avez des questions qui n'ont pas forcément à voir, que vous voulez nous poser aux chroniqueurs, aux animateurs, qu'est-ce que tu penses de CSS in JS, espace, tabulation, Exactement. ce que vous voulez, et on y reviendra sur la fin de l'émission. Merci bien. Merci. On va déjà se quitter, on est en retard. Oui, presque 1 heure aujourd'hui. J'ai rien d'autre à dire. On va rajouter les liens. On l'a déjà dit plusieurs fois. On va mettre ça sur YouTube. Ce sera dispo en podcast aussi bientôt, d'ici 2-3 jours. Et puis, encore une fois, merci Greg de nous avoir rejoints. Merci Horacio d'avoir été là et à tout le monde. Et à dans 2 semaines, à 12h15. Voilà. Ici. Parfait. À À très plus. bientôt tout le monde.